Bienvenue sur Science Num, le podcast qui met en lumière les chercheurs du numérique. Pour la période estivale, on part toutes les semaines à la rencontre d'une chercheuse. Oui, une chercheuse. En effet, Télécom Sud Paris s'est demandé comment continuer à augmenter la mixité dans les formations d'ingénieurs et les métiers du numérique. À l'occasion de sa dernière initiative, née d'une exposition de portraits artistiques de chercheuses, celles-ci se sont prêtées au jeu du podcast et ont partagé leur passion pour les sciences, leur parcours et leur vie scientifique. Notre invitée de ce jour est Joséphine Kohlenberg. Elle est interviewée par Adeline Kubert des Passionnariats. Donc merci d'avoir accepté mon invitation et commençons, si vous le voulez bien, par une confidence. Joséphine, quel était le métier que vous vouliez exercer quand vous étiez petite fille ? Je crois que je ne pensais pas au mot métier. Je pose la question, est-ce que les petits, que ce soit filles, garçons, peu importe, rêvent d'un métier quand ils étaient petits ? Moi, je voulais être fleuriste. Mais c'est plutôt avec les fleurs. Est-ce que vous saviez que le fleuriste est un métier à l'époque ? Je savais en tout cas qu'il fallait vendre des fleurs dans un magasin. Voilà, et ça super. Ça me mettait beaucoup en joie. Donc en fait, moi, c'était plutôt une passion que j'ai commencé comme les activités style mercredi. En fait, j'étais en Roumanie à l'époque. C'était pas le mercredi, c'était les journées après, je me rappelle plus lesquelles, en fait, qu'on faisait des activités. Donc j'ai commencé avec l'électronique, dans un club d'électronique. Et j'ai réussi à faire tout, donc tout marchait du premier coup. Donc j'ai commencé à gagner des concours au niveau du département, l'équivalent du département et de la région. Et tout de suite, je me suis dit, c'est ça ce que je vais faire. Voilà, c'était plutôt l'électronique, mais c'était pas comme métier. Je pensais pas, je savais pas ce que ça veut dire, entre guillemets, métier. Parce que j'ai commencé ça, j'avais 10 ans, en fait, voilà. Pardon, allez-y. Et à 10 ans, le mot métier, non, on est chez papa-maman quand même. C'est intéressant. Et qu'est-ce qui pousse une petite fille de 10 ans à se passionner pour l'électronique et à en faire son hobby au lieu d'aller à la danse classique ? Parce que j'ai jamais fait de la danse. Et donc après, complètement, c'était le hasard en fait. Mais c'était dans l'école où il y avait, j'appelle ça les profs qui étaient dans des clubs, voilà, qui venaient voir les écoles qui présentaient leur activité. Je me suis dit, tiens, est-ce que, en fait, je me rappelle plus, en fait, est-ce que c'était une question de timing que j'étais disponible? En fait, ça je me rappelle plus. Parce que bon, franchement, le prof, il n'était pas top non plus, quoi. Mais en fait, donc je sais pas ce qui m'a attiré vraiment pour aller pour le premier cours, en fait, pour la première activité. Ça, je sais pas dire, en fait, je me rappelle plus. Cela dit, une fois dans l'activité, c'était super intéressant parce qu'il nous expliquait, il y avait un peu de théorie, donc on comprenait ce qu'on faisait. Et moi, ben, après, on soudait, on faisait vraiment des circuits. Et donc, quand tu fais un petit chien, un vrai petit chien joué avec, on appelle ça des petites ampoules dans les yeux qui marchent et qui tournent la queue comme ça. Et du premier coup, ben voilà, donc après, tout a marché pour moi. Donc c'était rigolo, voilà. Vous vous êtes pris au jeu de créer et de voir les choses fonctionner et se mettre en place. Tout à fait. Et alors, quelle a été la suite de votre parcours scolaire d'abord et puis ensuite professionnel ? Donc, suite à ça, je me suis dit, je vais faire ça. Donc l'électronique. Après, j'arrive au lycée vers, peut-être quand même avant la terminale. J'étais en Roumanie, c'était pas tout à fait le système d'ici. Disons vers la terminale, à la rentrée en terminale. J'ai compris qu'à l'époque, en Roumanie, l'école de l'électronique, là où on faisait ça, il n'y en avait pas beaucoup d'écoles comme en France, quoi. Donc il y en avait très peu d'écoles. En fait, d'ailleurs, il n'y avait que 4 écoles, il n'y en avait pas plus que ça. Et la meilleure était à Bucarest, mais en fait, c'était l'équivalent de Polytechnique ici, si je compare. Donc, c'était le premier niveau déjà d'examen. On fait l'école très difficile, mais j'ai compris ça quand j'étais en terminale, donc au début de ma terminale. D'accord. Donc, quand tu arrives comme ça, tu dis « Ouh là 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 là, qu'est-ce qui se passe? Je vais être mangé. » Enfin, non, mais on comprend, parce que jusque-là, on ne comprend pas, on ne sait pas ce qui se passe. D'accord. Donc, en fait, par la suite, après bac, parce qu'à l'époque, on rentrait dans les écoles d'ingénieurs après bac, mais avec un examen très, très difficile, parce qu'il y avait très peu d'écoles, en fait. Et après, c'était que si tu n'entrais pas dans l'école que tu choisissais, comme je disais, avec 4 écoles, donc on n'était pas répartis dans les 3 autres écoles. Donc, tu ratais, point barre. Et après, tu étais obligé à travailler. Donc, tu ne pouvais pas rester chez papa, maman pour préparer l'année d'après. Tu étais obligé de travailler. C'était une période du communisme où le chômage n'existait pas. Tout le monde travaillait. Il y avait du travail pour tout le monde. Donc, voilà, tu étais plus ou moins... Il y avait du travail, pas de problème. Et donc, ça crée une pression encore plus forte, en fait. Pas le droit à l'erreur.
Non, c'était comme ça, quoi. Non, on ne pensait pas comme ça. Mais en fait, on travaillait. Dès qu'on rentrait dans le lycée, on travaillait. D'accord. Et donc après, c'est quand même, quand tu comprends en terminale que c'est le premier niveau d'école, là, donc les examens, l'entrée est déjà difficile. Je me suis dit, allez, j'y vais. J'y vais, mais en fait, une fois à Bucarest, parce que j'arrivais d'une petite ville, une fois à Bucarest, je me suis dit, ça va pas aller, quoi. Et suite à ce qu'on a discuté tout à l'heure, donc je vais raconter une histoire qui est complètement vraie. Donc j'avais peur de m'inscrire pour passer l'examen à cette école. Je me suis dit non. Donc un jour je regarde pour une autre école, avec le même style d'examen, scientifique. Donc je choisis une autre école. Je vais de là où je logeais jusqu'à l'école en question 4 heures. En gros, transport en commun, faire la queue, tout ça, parce qu'à l'époque il n'y avait pas Internet. Et juste avant de déposer mon dossier, je constate que je n'avais rien. J'avais oublié mon dossier. Oh, chez vous? Là où je logeais. Aïe. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, c'est l'école d'électronique qui est pour moi. Le lendemain, j'ai déposé mon dossier, les yeux fermés, passé les examens, les yeux fermés. Je ne réfléchissais pas. Et la conclusion, je suis entrée la première sur la liste, en tant que fille. Waouh. Sachant que c'était une école de garçons. Félicitations. Et pour résumer, en fait, l'école a été facile en tant que fille parce que franchement, quand tu as beaucoup de garçons, tu fais pas trop les TP. Et on s'amuse. Non, en fait, on s'amusait pas tant que ça parce que c'était vraiment difficile, mais c'était une question de passion, en fait. D'accord. Et j'en ai sorti la première aussi. Et en fait, c'est grâce à ça, entre-temps, il y a eu le communisme qui est tombé. Et en fait, j'ai eu une bourse de France Télécom pour arriver à ce qu'on appelle aujourd'hui Télécom Sud Paris, pour faire un master spécialisé, mais grâce au fait que j'étais majeure de promotion dans mon école. Donc, je suis arrivée ici, à Évry même, dans cette salle-là, presque. Et après, très vite, au bout d'une semaine et demie, on m'a proposé à faire un doctorat, parce que j'étais quand même très bonne. Et j'ai continué, j'ai enchaîné avec le doctorat. Et c'était une époque où on n'avait pas le droit de travailler en France, pas le droit de rester, rien. Mais il faut savoir qu'en électronique, le 0 n'existe pas. Et avec une probabilité de 0,0001, allez, je suis restée. Donc, j'ai travaillé en gros, presque 10 ans chez des opérateurs mobiles. Et ensuite, en fait, on m'a plus ou moins demandé de venir dans l'école parce que c'était l'époque où on a créé dans cette école des Master of Science. Et donc, l'objectif était, pour moi, au début, en termes de job, pour prendre en charge un Master of Science qui avait été créé. Et c'est comme ça que je suis arrivée dans l'école et j'en suis depuis presque 18 ans. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces principaux domaines scientifiques que vous explorez et surtout pourquoi ils vous ont attiré? Au niveau des domaines, comme je disais, je ne suis pas très scientifique dans le sens pur scientifique. J'ai fait de la recherche, mais ce n'est pas une passion pour moi. C'est clair et net. Je suis tout le temps, mais c'est pas... Moi, j'aime beaucoup développer des choses. J'aime beaucoup faire des projets. J'aime développer les projets avec beaucoup de gens derrière, en parallèle et devant. Je peux pas rester sur une chaise. Ce n'est pas possible. Une enthousiaste, donc. Et par contre, il y a quand même un mot-clé dans tout ça. Il y a le mot télécommunication. Donc, à la base, quand j'étais à 10 ans, c'était l'électronique. Mais une fois dans l'école, l'électronique se répartit en plusieurs domaines. Donc, en fait, on a la microélectronique parce qu'on entend beaucoup parler aujourd'hui des puces électroniques. Je n'ai pas fait ça. En fait, j'ai fait tout ce qui était l'électronique des télécommunications. Donc, en fait, derrière, il y a ce mot télécom qui a été depuis toujours, en fait, si je peux dire. En fait, non, depuis plutôt mon école. Mais en fait, si je pense dans le passé, on faisait dans les petits joujoux électroniques. Après, je ne vais pas dire là, en fait, style des écouteurs, parce qu'on a tous cassé des écouteurs, quoi. Donc, en fait, derrière, il y a des choses purement électroniques. Donc, on fait des soudures avec des fils et on peut faire joujou avec des choses comme ça. Donc, oui, ça, je faisais quand j'avais 10 ans. Par la suite, c'est le monde de télécom, en fait, si je dis comme domaine. Après, quand je suis venue dans l'école, pendant une dizaine d'années, je crois, en fait, j'ai développé des projets dans les télécommunications spatiales. Voilà, donc là, c'était un autre domaine, en fait, depuis toute même avant cette partie électronique, c'est l'espace. Donc, en fait, j'ai eu la chance
dans l'école pendant un certain temps de faire des télécommunications spatiales. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Ah, mais après, il faut m'arrêter. En fait, en arrivant, comme je disais, je n'étais pas arrivée sur un poste classique, si je peux dire, d'enseignant-chercheur, en fait, parce qu'on m'a appelé, en fait, dans l'école où j'avais passé 5 ans, à une certaine époque, pour prendre en charge, en fait, un Master of Science, d'une part, et d'autre part, à l'époque, le directeur de l'époque, il voulait attirer des personnes qui travaillent dans l'industrie. Et donc, moi, j'étais dans l'industrie, en fait. Je n'ai pas fait le parcours, si je dis universitaire, j'ai fait des postdocs 1, 2, 3, 4 pour arriver à un poste, sur un poste dans une école, non. Voilà, donc on m'a demandé, le directeur de l'époque avait pris aussi en compte mon parcours dans l'entreprise et le management que j'avais fait et ainsi de suite. Donc c'était un peu différent en fait par rapport à un collègue qui est d'ailleurs en fait toujours un enseignant-chercheur classique. Et donc au bout de, je sais pas, 2 ans, 3 ans, je sais plus, en fait on m'a posé la question, qu'est-ce que tu as envie de développer dans la partie recherche? Et je me suis dit, bon, ok, tant qu'à faire, mais je relis mes 2 passions, l'espace et les télécoms. Donc j'ai regardé un peu ce qui était à jour pour voir ça, et c'était à une époque où il y avait, ça avait commencé des études sur les communications, attention, avec la planète Mars. Wow. Et le premier projet était là-dessus. Ça mélange la poésie, l'imaginaire et les sciences. Toujours. Fabuleux. Et alors, qu'est-ce que vous préférez aujourd'hui dans votre métier, dans vos nombreuses activités d'aujourd'hui? Aujourd'hui, ce que je préfère, en fait, c'est la possibilité de développer, en fait, encore une fois. Donc, j'ai des missions diverses et variées. En fait, bon, pas tant que ça aujourd'hui, mais en fait, j'ai toujours essayé de développer, en fait, parce que, bon, c'est très bien de dire, OK, tu t'occupes de ça, mais en fait, à la base, je mets toujours, entre guillemets, de l'ordre. Il faut que tout le monde sache quoi faire. Quand c'est possible, c'est pas toujours évident de faire ça. Quand l'organisation de l'établissement ne correspond pas à la mission. Voilà, mais cela dit, j'essaie de faire ça. Ensuite, c'est ce que j'appelle la partie développement. Il faut qu'on y arrive. Donc, on se donne des objectifs et après, il faut qu'on y arrive, en fait. Et c'est là, oui, parfois, ça ne veut pas dire que c'est facile tous les jours. Ça ne veut pas dire, encore une fois, que c'est des objectifs qui ne sont pas réalisables. Donc, c'est toujours des objectifs réalisables. Donc, parce que pour moi, si on dit n'importe quoi, ce n'est pas un objectif. Et donc là, voilà. Donc ça, c'est un aspect. Le deuxième, c'est la partie... Parce que pour arriver à ça, il faut, entre guillemets, fonctionner en mode projet, en fait. Parce que même si on a 3 projets en parallèle, dans le sens, attention, ce n'est pas une question d'avoir un projet, c'est d'avoir l'état d'esprit du projet. Voilà, et donc on est dans l'état d'esprit du projet, mais on fonctionne en conséquence. Donc il y a des étapes, il y a des deadlines, et ensuite on arrive aux objectifs. Encore une fois, réalistes. J'insiste sur le mot réaliste. Voilà, et après, c'est que c'est un milieu, ce que j'appelle une école, où il y a des êtres humains de 20 ans, parce que les étudiants les plus jeunes, même à la limite, ils sont même après à 18 ans ou 17 ans. Et après, jusqu'à 60 ans, j'en ai eu quelqu'un qui s'approchait de 70 ans. Je ne savais pas son âge. Mais en fait, aujourd'hui, bon, parmi d'autres activités, il y a les masters spécialisés où il n'y a pas de notion d'âge pour entrer dans un master. C'est une personne qui avait fini avant que je prenne le poste. Et en fait, qui voulait continuer avec un doctorat. Puis après, bon, on se voit, normal, voilà. Et donc, il insistait trop. Mon âge, il parlait beaucoup trop là-dessus. Et après, il avait aussi un besoin de continuer parce qu'il avait fait une partie de sa carrière aux États-Unis. Et pour une question de retraite, bon, je ne maîtrise pas tous les termes de la retraite aujourd'hui juridique. Donc, il avait encore besoin de travailler en France, en fait. Et donc, il me disait ça. Et à un instant donné, je lui pose la question, mais vous avez quel âge? Parce qu'il insistait trop. Mais, bon, après, je crois qu'il avait 69, presque 70. Mais en fait, malheureusement, en France, à 70 ans, on ne peut plus faire un doctorat. Ah. Mais en fait, l'intérêt derrière, c'est d'avoir cette panoplie de gens. Et j'adore ça. En fait, j'aime beaucoup ça. En fait, voilà. La diversité. Voilà. Okay. Quelles ont été les femmes scientifiques modèles pour vous? Modèles, je ne sais pas dire parce qu'en fait, encore une fois, je crois. Enfin, non, mais c'est pas que je crois. Je n'ai pas. Je veux dire, une carrière scientifique, je n'assume pas du tout ça, en fait.
je me sens beaucoup plus ingénieur que dans le sens je vais faire ou je suis dans une carrière scientifique. Donc je ne peux pas dire modèle. Dans le sens scientifique, pardon, je parle bien de ça. Par contre, je peux avoir, parce qu'en fait j'adorais quand j'étais jeune, mais même là, je continue à lire des biographies. Donc j'en lis pas mal en fait. Après ça dépend des personnalités. Donc plutôt je vois, pour répondre à votre question, voilà donc des femmes scientifiques, mais en termes de personnalité. La personnalité qui se cache, bien sûr avec la science qui va avec. En fait, voilà, c'est plutôt des personnages qui à leur époque, et même aujourd'hui, si je peux dire en fait, changent le monde. J'adore les gens qui changent le monde, mais il y en a très peu. Donc après, quand même, donner quelques noms. Marie Curie, voilà, en première. Après, Eddie Lamar, je ne sais pas si vous connaissez qui c'est. En fait, c'est Eddie Lamar. Ah non, ça ne me dit rien. En fait, c'est une actrice autrichienne. Mais par contre, je ne sais plus si elle était vraiment ingénieure ou pas. Mais en fait, elle était, à la limite, je dis ingénieure, parce qu'elle a mis en place toute la partie technique de ce que c'est le Wi-Fi et Bluetooth aujourd'hui. Voilà. Importante, donc. Super important. Merci. Et alors, vous aussi, vous êtes un modèle, Joséphine, pour des milliers de jeunes filles qui voudraient s'engouffrer dans une carrière comme la vôtre. Quel est le conseil que vous pourriez leur donner ? Tout d'abord, c'est une question d'âge. D'accord ? Donc, en fait, si je pense, je dis aux filles qui sont au collège, donc déjà à cet âge-là, je parle aussi en tant que mère d'un garçon, mais au collège, on voit en réalité que l'enfant, il est plus attiré sur la littérature ou sur la partie scientifique. Ça se voit, en fait, ça se voit. Voilà, qu'après, bien sûr, en fait, tous les détails n'existent pas, mais c'est normal, mais ça se voit. Si on voit, voilà, au collège, s'il y a des filles qui sont plus attirées par la partie scientifique, moi, je disais, dans ces cas-là, en fait, à ces âges-là, insister là-dessus, essayer de lire, après avec les parents d'avoir, parce qu'il y a plein d'expositions dans Paris, sur l'aspect scientifique. Ensuite, à l'âge du lycée, donc bien sûr, il faut développer ça. Donc là, c'est plus sérieux. Il faut s'y mettre à des maths plus poussées, des choses comme ça, et à comprendre. Tout ça, c'est de la beauté, en fait. Il faut comprendre. Il ne faut pas avoir juste la formule, la superficie d'un carré égale A au carré. Personne ne comprend ça. Mais vraiment personne. J'ai passé, après avec d'autres enfants, à faire aimer, en fait. Franchement, à faire aimer. Et donc, quand on commence à comprendre avec des jeux tout simples, en fait, mais ça, c'est beaucoup plus tôt que même le collège, en fait, à faire aimer ce que ça veut dire le A au carré, quoi. C'est tout. Et après, voilà. Donc, si j'arrive au lycée, c'est à développer beaucoup plus parce que, c'est à partir de là que les maths commencent à être des maths. Ce que je disais à mon fils. Et ensuite, super important, je ne sais plus aujourd'hui au niveau du bac parce que c'est un nouveau bac, peut-être pas en terminale, un peu avant, à avoir des informations de ce que ça veut dire des écoles d'ingénieurs et des autres systèmes si on est sur la partie scientifique. Voilà, il faut avoir des informations. En fait, beaucoup de monde n'ont pas des informations, comprendre ce que ça veut dire un titre d'ingénieur en France ou ailleurs. Vous savez que le titre d'ingénieur, il est hyper, normalisé en France. Donc en fait, il faut faire une école qui appartient à une liste des écoles. Sinon, vous n'êtes pas ingénieur en France. Si vous avez un bac plus 5 en mathématiques, en informatique à l'université, mais vous n'êtes pas ingénieur. Et ce type d'information, plus poussé, c'est à parler, c'est là à l'âge du lycée en fait, à parler aux filles. Donc après en conscience, voilà. Donc tout le monde est informé. Après, on est là de répondre aussi. J'ai participé avec l'association Femmes Ingénieurs, fait assez récemment dans un collège, dans un lycée, mais ils étaient déjà en classe prépa. Et voilà, donc ça c'est l'âge du lycée où il faut parler, il faut faire comprendre les systèmes, que ce soit en France ou ailleurs, de ce que ça veut dire ingénieur ou ce que ça veut dire les études à l'université en informatique, si je prends l'exemple comme ça. C'est très bien, tu peux être major de promotion, mais tu n'es pas ingénieur. Désolé. Voilà. Et après, voilà. Donc ça, c'est avant d'entrer dans l'école d'ingénieur. Merci beaucoup pour toutes ces informations et ces partages qui sont très éclairants. On va terminer cet entretien avec la dernière question qui est, si vous aviez un blason, je vois qu'elle vous met en joie cette question, à quoi ressemblerait-il et surtout, quelle en serait la devise ?
Donc là, c'était un travail de réflexion profond pour moi. En fait, j'ai réfléchi à ça quand même un peu avant, comme vous voyez ici. Donc, les 3 mots pour faire un blason sont... C'est pas dans l'ordre, en fait, d'accord? Parce qu'un blason, ça reste un ovale, quoi, un rond, voilà. Donc, télécommunication, la Terre, la planète Terre. Et, attention, je vais dire un homme, une femme, comme humain, en fait, d'accord? Voilà. Donc là, je vais vous montrer après. J'espère que vous avez déjà entendu parler de DALL-E. En fait, l'intelligence artificielle. Absolument. Qui fait des images. J'ai même utilisé. Vous avez fait votre bien blason sûr, comme j'en moi ai 4. Ah, montrez-les-moi. Tout de suite, là. Voilà. Alors, pour nos auditeurs et nos auditrices, la forme est évidemment circulaire. Les couleurs principales sont dans des camailleux de bleu avec des oranges, des épis de blé façon César. Englobe la sphère du blason et on peut y voir à l'intérieur la planète Terre, la notion de réseau, de connexion et des anges également, la notion spiritualité. Voilà comment je décrirais le blason que j'ai sous les yeux de Joséphine. Donc là, après la devise, par contre la devise c'est moi, avec mon cerveau, moi, n'est-ce pas? Donc je reste dans l'esprit de télécom. Bon, télécom c'est... Je crois que voilà, ça a été le point, le fil rouge, si je peux dire, depuis ma jeunesse. Bon, pourquoi? J'en sais rien, c'est comme ça. Donc la devise est connecter les gens, rapprocher les cœurs. L'ingénieur en télécommunication au service de l'humanité. Merveilleux. Merci beaucoup. De rien, mais merci à vous. Merci pour votre écoute. J'espère que la découverte de ce portrait sonore vous a plu. Il est issu de l'exposition La preuve par l'exemple de l'artiste Laura Bonnefou, produite par l'agence artistique Artwork in Promise. C'était Science Num dans sa tenue estivale pour que tous nous nous mobilisions afin d'accompagner les femmes vers les sciences et les métiers du numérique. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre avec Mireille Sarkis. À bientôt!